Si vous savez faire marcher un lave-linge, vous savez faire marcher un micro-ordinateur aussi puissant et performant qu'un compact. 1. Vous choisissez votre programme. 2. Vous appuyez sur le bouton. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Parlons Hardware un petit peu à l'ancienne avec un format un petit peu plus court que ce que j'ai pu faire ces derniers temps. Il n'empêche qu'on sera quand même sur une vidéo avec une thématique que je trouve plutôt sympathique, je pense que vous l'avez vu dans le titre. On va parler des différentes tendances, des différentes modes, des designs un petit peu que l'on a eu au cours de ces peut-être 30 dernières années dans le monde du hardware. Ça va regrouper ce qu'on appelait les PC Jackie Tuning de la décennie 2000 avec certains moddings aussi que l'on a eu sur cette période-là qui étaient plus ou moins de bon goût, on va dire, jusqu'au style des machines actuelles, telles que celle qui est juste derrière moi, avec le RGB et des designs plus ou moins sobres, on va dire. En gros, une vidéo divertissement à la cool, on va essayer de se marrer un peu en se rappelant des bons souvenirs. Bref, les modes et les tendances dans le hardware, on en parle juste après la sponsor. Le sponsor de cette vidéo, maintenant vous commencez à les connaître sur la chaîne, il s'agit de Godil24. Vous venez d'acquérir un nouveau PC ou de vous monter un nouveau PC, malheureusement vous n'avez pas de système d'exploitation, même si les BIOS sont très sympas de nos jours, eh bien c'est quand même mieux d'avoir un système d'exploitation pour pouvoir en profiter pleinement. Et Godil24, le partenaire de cette vidéo, vous propose par exemple des clés officielles Windows 10 ou même Windows 11 directement. En plus de ça, grâce au partenariat, vous pouvez avoir 50% de réduction avec le code ALD50. Et si c'est le pack Office qui vous intéresse, vous aurez droit à une réduction un peu plus conséquente avec ALD62 et c'est 62% de réduction. Si vous avez besoin des deux, eh bien il existe des bundles Windows plus le pack Office, le tout avec la réduction ALD62. Pour procéder, c'est très simple, par exemple pour Windows 11, il vous suffit d'ajouter la version qui vous intéresse au panier. Une fois que c'est fait, vous allez directement dans le panier. Dans l'onglet prévu à cet effet, vous ajoutez le code de réduction ALD50 pour Windows. Vous cliquez sur utiliser le coupon et vous pouvez voir que le prix a baissé en passant de 26,50 € à seulement 13,25 €. Ensuite, vous procédez aux différentes étapes du paiement jusqu'à choisir la méthode de paiement, par exemple les paiements sécurisés avec PayPal. Vous recevrez très rapidement la clé Windows dans votre boîte mail, donc surveillez bien les spams si vous ne voyez pas le mail arriver. De toute manière, en cas de pépin, Godil24 s'engage à vous rembourser à 100% via le service après-vente disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Merci à Godil de sponsoriser cette vidéo et merci à vous si vous faites des achats via Godil24 car indirectement, ça vous permet de soutenir la chaîne. N'oubliez pas aussi d'aller jeter un petit coup d'œil au nouveau site PC Boost qui se consacre au rétro dans le hardware mais aussi le jeu vidéo. De toute manière, vous retrouverez ça directement dans la description ou via le lien Linktree, lui aussi dans la description. Allez, on attaque et je dirais que depuis le début de la décennie 2000, donc il y a quand même un petit peu plus de 20 ans, même presque un quart de siècle à l'heure actuelle, on aime bien personnaliser, customiser nos PC et on a eu droit à pas mal de tendances différentes pour la personnalisation de nos PC. Et en vrai, on a eu de nombreux styles de PC avec parfois des trucs plutôt stylés et d'autres fois des choses avec un résultat plus ou moins discutable. Et même au niveau du design des composants en eux-mêmes, par exemple les cartes graphiques, on a eu des trucs relativement simples, parfois sobres, et des fois on a eu des trucs plutôt exotiques. On va donc essayer de se remémorer un petit peu toutes les phases que l'on a eues depuis à peu près une trentaine d'années et on va essayer d'explorer rapidement quelques pistes vers les futures tendances pour nos PC. En tout cas, je vous préviens dès maintenant, cette vidéo ne va pas être exhaustive, j'ai parlé de ce qui m'a marqué personnellement et de toute manière, s'il y avait des choses qui vous avaient marqué à l'époque, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. En tout cas, on va essayer de suivre un ordre chronologique, on attaque directement avec la décennie 90. Je vais pas énormément parler de la décennie 90 parce que finalement on n'a pas eu de choses extrêmement exotiques pendant cette période-là. En gros, sur cette période-là, on n'a pas vraiment eu les PC Jackie Tuning comme on avait dans la décennie 2000. Il n'empêche qu'il y a quand même quelques trucs à dire sur cette période-là et ça nous permettra d'avoir une base sur l'évolution des PC jusqu'à de nos jours, étant donné que les PC des années 90 se reposent pas mal sur les designs que l'on avait eu précédemment dans les années 80 par exemple, même s'il y avait quand même quelques différences. En gros, sur
sur cette période-là, on a surtout l'image du bon vieux PC beige avec son gros écran cathodique et les souris à boules, avec à l'intérieur des cartes qui font tout simplement carte électronique et un câble management qui est presque absent. En gros, c'était un sacré bordel dans ces machines. Mais on avait malgré tout des standards qui étaient plutôt différents, surtout au niveau du format. Je me rappelle notamment des PC en format pizza box, et c'est un format qui n'existe plus vraiment. On a parfois des PC bureautiques d'entreprise qui s'en rapprochent un petit peu, mais en gros, le bon vieux format pizza box sur laquelle on posait notre gros écran cathodique par-dessus, ça existe plus vraiment. Surtout dans son architecture à l'intérieur, étant donné qu'on n'avait pas encore le format ATX, on était sur le format AT, on avait des cartes mères assez particulières sur lesquelles on pouvait mettre à l'horizontale des cartes sur une carte fille. Ce qui était plutôt pas mal, c'est que pour l'époque, finalement, on avait des PC qui étaient plutôt compacts. Puis totalement à l'opposé, sur la fin de la décennie 90, voire même le début de la décennie 2000, on a eu des PC un petit peu plus volumineux. Des PC un petit peu comme ça. Oh putain. Autant vous dire qu'avec ça, on n'est plus tout à fait sur le même format. Ce genre de PC, c'est plutôt énorme. Personnellement, j'étais pas ultra fan de ce genre de machine, mais il y en a qui aimaient beaucoup ce format-là. C'était le format grand tour à l'époque. On a finalement un PC qui a une partie haute qui est totalement vide et qui sert pas à grand chose finalement. Le seul intérêt, c'est de pouvoir rajouter des accessoires en façade, mais honnêtement, une fois qu'on avait un lecteur CD, voire un deuxième lecteur CD, un lecteur disquette, je voyais pas trop l'intérêt, mais il y en a qui aimaient beaucoup ça. Bref, ce genre de machine, ça pèse une tonne, ça prend une place pas possible, vraiment j'ai du mal à y voir leur intérêt. Pour ce qui est du design des composants, eh bien quand on parlait de cartes, c'était pour la bonne raison qu'il s'agissait tout simplement de cartes électroniques toutes simples. Par exemple, ici on a une carte accélératrice de 3DFX, précisément une Voodoo Rush, et c'est ni plus ni moins qu'une carte électronique que l'on vient ajouter à notre PC. Au niveau des processeurs aussi, sur cette période, on a eu des choses assez différentes telles que les processeurs en format cartouche, tel que celui-ci. Du côté d'Intel, ça a commencé avec les Pentium 2, il me semble que c'était en 1997. On a eu les premiers processeurs en format cartouche, c'était des processeurs qui étaient sur un PCB que l'on venait clipser dans un slot. D'ailleurs, on n'appelait pas ça le socket pour les processeurs, on appelait ça le slot et le slot 1 pour les processeurs Intel. Ce qui fait que du côté d'Intel, en tout cas, de 97 jusqu'à 2000, on a eu les Pentium 2 qui étaient en format cartouche, mais aussi les Celeron de cette période-là, et ensuite les Pentium 3 que l'on a eu jusqu'au Pentium 3 Tualatin en format cartouche. On avait ce format-là principalement pour des raisons techniques, notamment pour ajouter de la mémoire cache qui était ajoutée sur le PCB plutôt que directement dans le die. Et en vérité, ce format de processeur, ça s'est pas vu uniquement chez Intel, chez AMD aussi on avait les processeurs cartouches avec la toute première génération d'Athlon qui était sous nom de code AMD K7. En revanche, du côté d'AMD, ça a duré qu'une seule génération, donc assez peu de temps. On a eu ces processeurs de 99 à 2000, donc c'était une période assez courte. Allez, on va attaquer maintenant du lourd, même du très très lourd, avec la décennie 2000 et toutes ces bizarreries. La décennie 2000, vraiment, on va commencer à bien se marrer parce que c'est clairement une autre époque et surtout au niveau du design de nos PC, c'est vraiment une période particulière. Et on va passer du temps sur cette décennie parce qu'il s'en est passé des choses au niveau du design de nos machines et des modes que l'on a eu. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu des trucs plutôt sympas, mais il y a aussi surtout eu tout le reste. Déjà, j'attaquerai en vous disant que c'est une période finalement de transition où on a abandonné un petit peu les PC beige classiques que l'on avait auparavant. Idem pour les écrans cathodiques, on a doucement glissé vers les écrans plats et surtout à la fin de cette décennie, ce genre de machine qu'on avait dans la décennie 90 a totalement disparu. Je commencerai par une tendance qui m'avait pas mal marqué alors que j'aimais pas du tout ça au début de la décennie 2000, c'était le délire de faire des PC qui étaient entièrement transparents. Il y avait des fabricants qui vendaient des PC entièrement transparents, entièrement en plexiglas ou en acrylique, je sais plus trop. Moi j'aimais pas du tout ça, je trouvais ça plutôt moche. La raison elle est simple, c'est que à l'époque, eh bien le cable management, c'était clairement pas une priorité en général. Et notamment sur ces PC transparents, c'était particulièrement visible et c'était surtout particulièrement moche. Je trouvais ça vraiment pas très beau. Et on peut dire qu'on est vraiment sur le début de la période Jackie Toon. Alors je sais pas vraiment si ça a commencé par ça, mais je sais que c'était un premier élément des PC custom que j'ai rencontré qui m'avait marqué. Un truc qui allait d'ailleurs souvent de pair avec ces PC transparents, mais pas seulement, on a eu ça sur quasiment toute la décennie 2000,
c'était les tubes néons dans les PC. Alors ça, je trouvais ça par contre vraiment plutôt cool. À l'époque, on n'avait pas la technologie des LED telle qu'on la connaît de nos jours, donc si on voulait un éclairage un petit peu stylé dans nos PC, eh bien on s'était inspiré directement des voitures tuning avec les rampes de néon en dessous des bagnoles. Tout ça a été plutôt bien adapté pour le monde du PC avec des fabricants qui vendaient des néons directement avec des formats qui allaient très bien avec le format ATX de nos PC. Et en vrai, ça apportait un éclairage assez diffus dans la machine, plus ou moins puissant, avec des couleurs qui ressortaient vraiment bien. Et notamment dans les PC entièrement transparents, il y en a qui aimaient bien mettre des néons mais en lumière noire, ce qui faisait ressortir toutes les couleurs fluo. J'aimais pas du tout ça dans les PC entièrement transparents, mais par contre les PC qui avaient seulement une vitre, je trouvais que c'était particulièrement classe à l'époque. D'autant que j'en profite, mais au niveau des composants en eux-mêmes, on jouait pas mal là-dessus avec cette mode des néons que l'on a eu sur cette période-là, notamment avec une gamme de composants qui nous venait de la marque DFI, il s'agissait de la gamme LAN Party. C'est pas compliqué, cette gamme de composants, elle misait à 100% sur les néons lumière noire, étant donné qu'on avait tout un tas de parties en plastique qui étaient de couleur fluo, qui ressortaient particulièrement bien avec ce genre de néon. C'était vraiment stylé, par contre c'était vendu plutôt cher, et on n'avait pas uniquement les cartes mères avec ce genre de choses là, on avait aussi des alimentations qui avaient des câbles dans des gaines fluo, et ça rendait plus ou moins bien. On avait aussi des gammes de ventilateurs qui étaient fluo, qui ressortaient très bien là aussi avec les lumières noires, ça donnait vraiment des PC particuliers, mais j'aime plutôt bien finalement cette tendance là. D'ailleurs, tant qu'on parle des ventilos, plutôt dans la deuxième moitié de cette décennie là, on a commencé à avoir des petites LED dans les ventilos, ce qui nous permettait d'avoir les premiers ventilateurs lumineux. Et sur les ventirades, je trouve que ça rendait plutôt bien, notamment j'avais déjà présenté des ventirades Zalman de cette deuxième moitié de la décennie 2000, avec des LED vertes si je me rappelle bien, je trouve que ça rendait plutôt pas mal. C'est un petit peu les prémices des ventilateurs RGB que l'on a de nos jours. On va maintenant parler un petit peu des moddings assez douteux que l'on a eu pendant cette période là. Je rappelle notamment d'un délire que j'ai jamais compris, il y a tout un tas de gens qui ont essayé de faire des PC qui étaient intégrés dans des jantes de bagnole. Je sais pas d'où vient le délire à la base, surtout que je trouve que ça rend pas spécialement bien étant donné que tous les câbles sont apparents et ça fait finalement pas mal de fouillis au milieu d'une jante. Surtout que pour venir brancher tout ce qui est en USB ou qui a besoin de câbles à être branché sur le PC était du coup très visible, je trouve que ça rend vraiment pas terrible. Et c'est un truc qui perdure parce que je crois avoir vu passer il y a quelques temps de ça une vidéo dans laquelle quelqu'un avait refait un PC dans une jante. Personnellement, j'aime pas trop, mais visiblement ça plaît à certains. Sur cette période-là, on avait aussi des trucs que je trouvais vraiment cool, dont je pense au niveau hardware à l'heure actuelle, on devrait peut-être s'inspirer un petit peu plus. Il y avait notamment la gamme de RAM Corsair Pro Series que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. C'était des barrettes de RAM avec sur le dessus des LED qui nous indiquaient le niveau de charge de la RAM, et je trouve que c'était vraiment stylé d'avoir ce genre de truc. À l'heure actuelle, avec le délire autour du RGB, je pense que ça pourrait être très sympa de reproduire des barrettes qui nous montrent le niveau de charge que l'on a sur nos barrettes de RAM. On avait aussi des boîtiers que je trouvais vraiment cool, notamment du côté de Zalman, il y avait vraiment des trucs qui étaient super bien foutus, avec des designs que je trouve toujours sympas. Du côté de Thermaltake aussi, on avait vraiment des designs très cool, des boîtiers qui étaient plutôt bien finis, et c'est aussi la période à laquelle Lianli avait vraiment percé, on avait vraiment des boîtiers de très bonne qualité sur cette période-là. C'est là qu'on a eu aussi le début de l'arrivée du water cooling sur nos PC, je me rappelle notamment encore une fois de la marque Zalman, qui avait proposé un water cooling qui était externe au PC. C'est-à-dire qu'on avait le bloc water cooling qui venait sur le processeur, mais on avait une tour de water cooling qui comprenait l'ensemble, à savoir la pompe, mais aussi le réservoir, et ça faisait office d'échangeur pour refroidir le liquide, qui était à l'extérieur du boîtier. C'était une grande tour de couleur bleue si je me rappelle bien, et en vrai c'était pas bête parce que ça permettait de mettre la chaleur directement à l'extérieur du boîtier. En revanche, c'était super encombrant et pas vraiment pratique. C'est là aussi qu'on a commencé à voir vraiment les ventirades custom, j'en ai rapidement parlé avec Zalman par exemple tout à l'heure, mais je me rappelle aussi des ventirades Titan qui étaient surdimensionnés et plutôt populaires, qui fonctionnaient vraiment très bien, et on a eu aussi tout un tas de ventirades plus ou moins de bon goût avec des trucs assez particuliers. Je me rappelle de ventirades avec des designs de réacteurs d'avion. En vrai, ça permettait de mieux refroidir nos machines. C'était une période où les composants commençaient à chauffer pas mal, notamment à cause des Pentium 4 qui étaient des vrais fours et qui étaient parfois très durs à refroidir. En revanche, le silence était clairement pas toujours au rendez-vous. On avait souvent des refroidissements très bruyants. Au niveau des cartes graphiques, c'est là aussi que ça a pas mal évolué. On a vraiment abandonné le format vraiment carte électronique que l'on avait dans la décennie 90.
2010. Pour se diriger par exemple du côté de chez ATI, celle-ci elle date de 2003 ou 2004, je ne me rappelle plus très bien, pour avoir des designs un peu plus recherchés tels que ça, avec un refroidissement qui était plus proéminent, puisqu'on avait des cartes qui commençaient à consommer pas mal et surtout à chauffer pas mal. Jusqu'à la deuxième moitié de la décennie 2000, où on a eu carrément des cartes qui ressemblent beaucoup plus aux cartes modernes que l'on a de nos jours. Ici par exemple avec une 8800 GTX, où on retrouve vraiment des cartes qui font pas mal penser aux cartes actuelles, même s'il y a quand même pas mal de différences. Ici c'est une carte en format blower, maintenant ça se fait plus vraiment. Il y avait aussi un délire un petit peu particulier de mettre des personnages sur les cartes. Je me rappelle par exemple celle-ci, on avait l'espèce de loup-garou de XFX. Je me rappelle de certaines cartes ATI où on avait ce personnage féminin qui était un agent secret, si je me rappelle bien, qu'on retrouvait énormément sur les Founders. Je me rappelle de Asus qui avait un chevalier sur certaines de leurs cartes. Ou encore la marque POV, je me rappelle de la GTX 280 qui avait un espèce de gobelin sur la carte. Je crois que je l'avais présenté, alors je sais plus si c'était pas sur TikTok plutôt que sur YouTube, mais il y avait vraiment un délire d'avoir des espèces de personnages. Alors je sais pas si le but c'était d'avoir une espèce de mascotte. Je pense que du côté d'ATI on pouvait quasiment parler de mascotte parce que ce personnage d'agent secret féminin on l'a eu quand même sur beaucoup de cartes graphiques. Ce que je trouve plutôt amusant, c'est que sur cette période avec le fameux Jackie Tuning sur PC, on voulait vraiment avoir des PC qui claquent avec des designs vraiment extravagants, mais on avait vraiment des setups tout pourris à côté de ça. C'est-à-dire qu'on avait souvent les bureaux, vous savez, où on tirait en dessous pour avoir le clavier. Je trouvais vraiment pas ça pratique, j'aimais pas trop. Avec des tapis de souris souvent plutôt cheap et l'ensemble était pas super beau. Et surtout dans nos PC à l'époque, on mettait souvent des composants avec des designs plutôt sympas, comme je l'ai dit, avec les néons, on essayait d'éclairer ça pour que ce soit stylé. Mais il y avait à côté de ça tout un tas de gens qui s'en cognaient totalement du cable management. On avait donc des PC assez fouillis à l'intérieur, et avec tous les câbles de partout, et notamment les nappes IDE qui passaient, ça faisait vraiment pas terrible, ça faisait vraiment gros bazar dans le PC. Je me rappelle au niveau des cartes graphiques, on a eu des designs plutôt exotiques. Je me rappelle notamment de Zalman qui avait fait une carte graphique avec un énorme refroidissement sur le côté, le ventilateur il venait souffler dans ce sens là. Je dirais que finalement on a eu beaucoup de bizarreries. La décennie 2000 finalement c'est plutôt l'adolescence du design de nos PC. Il y a eu tout un tas de ballons d'essai au niveau du design, hein, ça se cherchait pas mal pour essayer d'avoir un style cohérent. Là où ça commençait un petit peu à trouver sa voie sur la fin de cette décennie là. En tout cas c'est une période à laquelle je repense avec beaucoup de nostalgie. On essayait de faire un petit peu comme on pouvait pour rendre son PC sympa, avec un résultat qui était pas toujours en rendez-vous, mais on essayait des trucs. Allez, on attaque avec la décennie 2010, qui est la décennie qui nous a mené jusqu'au design de ce que l'on a plus ou moins de nos jours. Déjà, je dirais que la décennie 2010, c'est un petit peu l'abandon de l'appellation Jackie Tuning pour nos PC, et on a commencé à voir débarquer l'appellation gamer. Vous savez, l'appellation, oui, regarde cette carte graphique avec ces trucs-là, son RGB, c'est une carte graphique gamer. Là où dans la décennie 2010, on avait vraiment le terme plutôt péjoratif de PC Jackie Tuning. Et je dirais que ça a commencé avec la gamme, par exemple, Asus Republic of Gamer. Ça a commencé cette gamme-là plutôt vers 2008-2009. Mais je dirais que c'est vraiment sur la décennie 2010 qu'on a commencé à voir tous les fabricants qui ont commencé à proposer quelque chose qui se rapprochait de ce genre de design-là. Début de décennie 2010, c'est aussi tout le délire qu'on a eu autour de la 3D. Je me rappelle notamment du Nvidia 3D Vision. Vraiment, il y avait un engouement autour de la 3D au début de cette décennie-là. Tout le monde voulait avoir de la 3D, et notamment sur PC. Ça donnait notamment beaucoup d'écrans en 100 Hz compatibles 3D Vision, et ça c'était plutôt cool parce que ça poussait vraiment à avoir des taux de rafraîchissement plus élevés, là où en général on était habitué au standard 60 Hz. Cette décennie là, c'est aussi la décennie du water cooling. C'est là où ça commence à se démocratiser, notamment parce que c'est devenu beaucoup plus accessible avec l'arrivée des water cooling AIO. Plus besoin de s'embêter à faire des water cooling custom qui étaient assez onéreux et difficiles à mettre en place. Là on avait vraiment des solutions tout en un, très simples à monter, et ça
a beaucoup joué sur le design de nos PC. C'est aussi la période qui a vu l'arrivée du RGB qui est très présent dans nos PC actuels. Ça a vraiment commencé sur cette décennie-là. Ça avait été pas mal critiqué, je me rappelle au début, mais finalement dès qu'on essayait de faire des PC un petit peu stylés avec de l'éclairage, eh bien ça a toujours été critiqué. Je me rappelle que les PC Jackie Tuning avec des néons de la décennie 2000, finalement il y en a beaucoup qui se foutaient de la gueule des gens qui avaient des PC comme ça, en disant oh, mais ça sert à rien. Au fur et à mesure que cette décennie a avancé, c'est aussi une période où on a vraiment commencé à faire attention au cable management. Je rappelle qu'au début, par exemple 2010-2011, il y avait encore pas mal de gens qui s'en foutaient finalement de l'aspect à l'intérieur de leur PC, étant donné qu'il y avait assez peu de monde qui avait des PC dans lesquels on voyait l'intérieur avec des vitres. Du coup, il y en a beaucoup qui voulaient juste un PC qui soit performant et qui s'en foutaient un petit peu de l'aspect intérieur. En revanche, à la fin de cette décennie-là, quasiment tout le monde avait des PC gamers avec des vitres sur le côté, ce qui fait qu'on a apporté beaucoup plus d'attention au cable management pour essayer d'avoir un truc plutôt esthétique et propre. C'est aussi sur cette période-là qu'on a commencé à vraiment travailler nos setups, je trouve, pour avoir un ensemble qui soit bien plus sympa et plutôt harmonieux, plutôt que d'avoir simplement un bureau sur lequel on pose un PC avec un design tel que ce que l'on a eu avec les PC Jackie Tuning, mais avec le reste du setup qui est plutôt décousu par rapport au design de notre PC. Vraiment, sur la fin de cette décennie-là, on commençait vraiment à avoir des setups plutôt harmonieux, avec à la fois un PC qui est stylé et un bureau qui est dans la continuité avec des écrans qui vont bien avec. Avec aussi les périphériques RGB tels que le clavier, la souris. On commence aussi à avoir des tapis de souris grand format avec des designs plus sympas que ce que l'on avait auparavant. C'est aussi sur cette période-là qu'on a commencé à vraiment faire du multi-écran. Je dirais que ça a notamment commencé avec les technologies telles que l'ATI AMD Infinity ou encore le Surround d'NVIDIA. Même si dans la décennie 2000, ça arrivait qu'on ait des configurations avec plusieurs écrans, c'était quand même très rare. Bref, cette décennie 2010, c'est vraiment elle qui nous a menés vers les standards que l'on a actuellement. Pendant le montage, je me suis rendu compte que finalement je parlais assez peu de design pour cette décennie. On va donc commencer avec les boîtiers. Et un truc dont je me souviens du début de la décennie 2000, il s'agissait des boîtiers Cooler Master de la gamme HAF. C'était des PC avec énormément de mèches. Le but c'était d'avoir un PC qui soit le plus ouvert possible, qui laisse le plus possible passer l'air. Tout ça dans l'objectif de refroidir le mieux possible les composants. Et c'était une gamme que l'on voyait vraiment énormément. Alors même si la gamme existe toujours, il me semble, il y a toujours des boîtiers qui s'appellent HAF. En termes de design, on est quand même loin de ce que l'on a pu connaître à l'époque. Au niveau des boîtiers, on avait aussi des boîtiers avec des designs que je trouve un petit peu plus recherchés que les Cooler Master HAF, avec notamment la marque NZXT qui avait débarqué sur cette période-là, tout en nous proposant des boîtiers avec des designs un petit peu plus soignés, je trouve. En revanche, au niveau de la qualité de fabrication, c'était énormément de plastique. Durant cette décennie, c'est aussi la période où les cartes graphiques ont pris de plus en plus d'importance dans nos PC gamers. C'est notamment la période où elles sont devenues de plus en plus volumineuses, mais aussi de plus en plus performantes, mais surtout c'était la décennie du multi-GPU. Dans cette décennie-là, il était pas rare de voir dans nos PC des solutions multi-GPU avec parfois des cartes bi-GPU ou carrément des SLI ou Crossfire. C'était quelque chose qui se faisait beaucoup pendant la décennie 2010, même si ça existait déjà dans la décennie 2000, c'était quand même beaucoup moins courant. Et surtout à la fin de cette décennie, eh bien c'est l'arrivée en force du RGB qui a énormément joué sur le design de nos PC. On a commencé à voir des PC avec vraiment des designs très recherchés et c'est vraiment la période où on a vraiment commencé à faire attention au design intérieur de nos machines. On passe maintenant à la décennie 2020 et en réalité je vais parler un petit peu des tendances qui commencent à se dégager et sûrement le chemin vers lequel on se dirige pour l'avenir du design de nos PC. Déjà on a de plus en plus les PC que j'appelle Aquarium, c'est vraiment les PC avec énormément de vitres. Le but est de nous montrer le plus possible la configuration à l'intérieur. Et en vrai c'est dans la continuité de ce que l'on a eu étant donné qu'on apporte de plus en plus de soins au design intérieur de nos PC. Le but c'est malgré tout de le montrer le mieux possible, donc ça donne des PC de plus en plus ouverts. Et on a même des PC directement open case. Alors ça je suis un petit peu moins fan parce que je le vis actuellement. Ce PC qui est derrière moi, j'ai pété la vitre qui est sur le côté et du coup je suis vraiment énormément embêté à cause de la poussière. Donc un PC totalement open case, je pense que ça doit être un enfer à ce niveau là. Et surtout dans les tendances qui sont en train d'arriver, qui sont en train de s'installer, je remarque que c'est la tendance des écrans. Alors oui, les fabricants ont trouvé un nouveau moyen de nous faire claquer de la thune après le
RGB qui est totalement installé à l'heure actuelle, c'est tout simplement de nous foutre des écrans de partout. C'est-à-dire que sur certaines cartes mères, on retrouve des écrans, on a même des cartes graphiques sur lesquelles on retrouve des écrans, on a même maintenant des boîtiers avec carrément des écrans à la place d'une des vitres, on a même les water cooling maintenant qui ont des écrans qui nous permettent d'afficher la température, des choses comme ça. J'ai envie de dire pourquoi pas. Par contre, il y a des trucs que je trouve un petit peu plus absurdes, tels que des écrans sur les ventilos. Alors là aussi, ça nous affiche la température et des informations telles que ça, mais honnêtement, j'ai beaucoup plus de mal à adhérer à ce concept-là. Donc vraiment, je trouve qu'on se dirige vers une tendance avec des écrans partout. Mais à l'opposé de ça, on commence à avoir des gammes de boîtiers et de composants qui vont beaucoup plus dans le sens de la sobriété. Je pense notamment à certains boîtiers fractales que je trouve tout simplement magnifiques, qui sont ultra sobres et je trouve ça super beau. On a aussi depuis assez peu de temps finalement du côté d'Asus la gamme Pro Art qui est ultra sobre mais aussi ultra belle. Vraiment j'aime beaucoup, je trouve ça magnifique. En revanche au niveau du prix, eh bien c'est aussi ultra cher. Mais du coup on a deux opposés qui se côtoient. En réalité ça a toujours été un petit peu le cas. On a des boîtiers qui sont tout simplement dans l'excès avec certains composants qui sont aussi dans l'abus, dans la surenchère en permanence. Et on a une autre tendance de PC qui sont vraiment du côté de la sobriété et je suis plutôt de ce côté-là personnellement. J'adore ça, je trouve que ça rend très beau. D'ailleurs mon PC qui est derrière, même s'il y a un petit peu de RGB, j'essaie de pas trop forcer là-dessus et d'essayer malgré tout de rester un petit peu dans la sobriété. En tout cas, je trouve que plus ça va, plus on se dirige vers des PC que je trouve vraiment classe. De nos jours, on atteint vraiment des designs très sympas. D'autant que par rapport à ce qu'on faisait avant, ça s'intègre vraiment dans un setup qui est dans la continuité de ce que l'on fait dans notre PC. Pour conclure cette vidéo, je dirais que vraiment on a eu tout un tas de périodes au niveau du design de nos PC, que ce soit les PC beige de la décennie 90 qui ont été totalement ringardisés pendant la période de la décennie 2000, où je me rappelle avoir un PC dans ce style-là, c'était devenu totalement ringard et on se moquait même un petit peu de vous, alors que ce genre de design-là fait un petit peu un retour en force, notamment avec la tendance des PC sleeper, où on prend ce genre de vieux boîtiers pour faire des configs totalement abusés à l'intérieur. Alors que de nos jours, les PC qu'on trouve plutôt ringards, c'est plutôt les PC de la décennie 2000 qui étaient avec leur style un petit peu particulier, le fameux style Jackie Tuning avec certains motifs un petit peu tribaux et des designs un petit peu farfelus. C'est vraiment cette période-là que les gens trouvent ringards à l'heure actuelle, même si moi je regarde ça avec un œil assez amusé et honnêtement je trouve ça plutôt cool ces PC-là. C'est une période que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai énormément de nostalgie. Tout ça pour passer à la décennie 2010 où je trouve que c'est la période de prise en maturité du design de nos PC. Même si on avait eu des designs de composants assez particuliers, je me rappelle notamment certaines cartes graphiques, je crois que c'était Asus qui faisait ça où ça ressemblait à une petite Formule 1. Je trouve que c'est plutôt de mauvais goût finalement. Mais petit à petit on en est venu avec des PC avec des designs que je trouve bien plus matures et bien plus sympas finalement. Il y avait aussi des marques qui proposaient des trucs avec des designs plutôt clivants. Je pense notamment à Noctua et ses Ventirad, qui refroidissait particulièrement bien, mais c'était une marque que l'on aimait ou l'on n'aimait pas à cause de son design principalement. Bref, je trouve que c'est intéressant d'avoir retracé un petit peu toutes les phases, et encore je pense qu'il y a énormément de choses que j'ai oubliées dans cette vidéo dont je n'ai pas parlé, donc n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. J'insiste, mais n'hésitez pas à faire un tour sur le nouveau site PC Boost, qui est consacré au rétro et aussi au rétro hardware. Vous trouverez le lien dans la description ou dans le lien Linktree que je vous mets là aussi en description. D'ailleurs, dans le lien Linktree, vous trouverez aussi le lien vers les réseaux sociaux, la boîte mail, le Discord, tout ça, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. N'oubliez pas aussi le forum overclockingpc.eu qui soutiennent la chaîne, donc allez leur donner de la force. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.